Retailleau, nouveau président des Républicains, il a battu le wokisme. Après la lutte contre le wokisme et la cancel culture, on va vous parler de la lutte contre le wokisme. Donc Bruno Retailleau qui a battu avec 76% des voix Laurent Wauquiez pour accéder à la présidence de LR et donc probablement à une candidature au présidentiel pour représenter LR. Tout se passe comme le graphique l'avait prédit. Si vous voulez aller voir ça, allez voir la playlist sur le graphique. On l'avait déjà dit, notamment les vidéos qui s'appellent Comment Mélenchon va gagner en 2027 et comment est-ce qu'il va gagner le deuxième tour. Ces vidéos vous permettent de comprendre pourquoi ça fait partie du plan que Retailleau vienne disputer des voix à l'extrême droite et à Marine Le Pen. On va reparler de tout ça, notamment parce que Bruno Retailleau a fait des déclarations pour dire que son ennemi, c'était la gauche insoumise. Et on va pouvoir essayer d'analyser tout ça, nous dire ce que ça veut dire et quelle est la suite du plan du graphique qui se déroule comme prévu. Chris étant l'exégète numéro 1, l'apôtre numéro 1 du graphique, comment ça va, Chris? Ben, ça va pas mal. Merci pour ce. Ça va même très bien hein, quand tout se déroule sans accroc. Quand le plan se déroule sans accroc, ça va très bien. Merci pour ce terme d'exégète et premier apôtre du graphisme. Effectivement, je suis un peu le Saint-Pierre du graphique. Donc, je vais essayer de me tenir à mon rôle de saint patron, de maître et fondateur de l'église du Saint Graphique. Quoi. Voilà. En tout Carrément. cas, Bon, vas-y, vas-y. non, je dis en tout cas, c'est intéressant. Bon, c'était pas la prédiction la plus compliquée du graphique, mais il y a quelques temps, c'était pas donné d'avance que Retailleau gagne quand on a commencé à en parler. Parce que les gens disaient Wauquiez, il est très installé, le parti, etc. Et là, bah, tu vas le détailler, mais il s'est quand même fait écraser, Wauquiez, donc c'est intéressant. Bah, on peut peut-être, avant de regarder cet extrait de Bruno Retailleau, reparler de ça, parce que Laurent Wauquiez, on en avait parlé dans une vidéo où il s'opposait à Emmanuel Bompard, a essayé de faire campagne, et une campagne notamment sur sa droite. Je pense que dans sa tête, il avait l'idée que l'aile la moins réactionnaire du parti allait peut-être voter pour lui. Et donc, il a peut-être essayé d'aller gratter sur sa droite, mais les gens ont préféré l'original à la copie. Le ministre de l'Intérieur, celui qui nous fait penser au final à jadis Sarkozy de 2005, quoi. Bruno Retailleau, qui est déjà 2017, ouais. installé et qui, en plus de ça, n'est pas entaché, comme on l'avait dit, de cette marque des Républicains, du vieux parti qui avait trahi notamment le référendum sur la Constitution européenne et puis qui a gouverné tant de temps dans le paysage politique. Il apparaît aujourd'hui, Bruno Retailleau, comme étant un peu oppositionnel, comme n'étant pas vraiment dans la main de Macron, mais poussant sa politique sur sa droite. Déjà, on l'avait vu sous le gouvernement Michel Barnier, être un petit peu feu follet électron libre, Retailleau. Je me souviens quand il y avait le ministre de l'économie qui avait remplacé Bruno Le Maire, Antoine Armand, qui avait commencé à dire, je crois, que Marine Le Pen n'était pas républicaine ou qu'il acceptait pas trop les voix du Rassemblement national ou un truc comme ça. Et il s'était fait tout de suite taper dessus, à la fois évidemment par le Rassemblement national, mais même par Bruno Retailleau, donc qui apparaissait comme quelqu'un d'extérieur à cette aile centriste de droite avec la Macronie et puis les LR qui restent un peu plus républicains, on va dire gaullistes ou je ne sais quoi. Lui, il apparaissait beaucoup plus dans la sphère de l'extrême droite et du côté Rassemblement national que dans la sphère de Macron. En fait, il se joue comme quelqu'un d'indépendant d'entre les deux qui voudrait faire l'union des droites, d'une droite dure, libérale et réactionnaire, quoi. Bah, c'est le paradoxe intéressant. Alors, ta comparaison avec 2005, la séquence 2005-2007, c'est-à-dire Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Chirac, elle est pas mal. Déjà parce qu'on a un ministre de l'Intérieur très à droite. On sait que Chirac était opposé, enfin Chirac était président. On a eu Villepin Premier ministre. On sait que Sarkozy était opposé à Villepin en tant que Premier ministre, alors qu'ils étaient dans le même parti. Donc il y avait déjà, si tu veux, une forme de bataille pour qui va gouverner la droite, quoi. Voilà, qui va avoir la droite. On sait qu'en plus, en général, même si c'est pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais maintenant on est plutôt revenu à un processus où le boss du parti sera le candidat de la présidentielle. Donc là, on est vraiment revenu comme en 2005. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même logique, sauf que là, Wauquiez, paradoxalement, lui, il était en dehors du dispositif gouvernemental. Il a refusé de rentrer au gouvernement et de faire comment dire, une alliance avec le gouvernement
Il était en dehors. Il a voulu proposer un pacte. À un moment donné, il était vu pour rentrer au gouvernement un peu avec Barnier, puis ensuite avec Bayrou. Ça, c'est pas fait. Il est resté dehors et c'est paradoxalement Retailleau qui, lui, est dans le dispositif macroniste qui va incarner bien mieux la droite. En fait, on voit que Wauquiez, il est complètement désynchronisé de la politique. Enfin, moi, je dis que c'est un type assez médiocre hein, politiquement, qui a vraiment un instinct politique assez faible, quoi. Euh, D'ailleurs, il a cru qu'il pouvait gagner alors qu'il a fait 25% au final. Mais il n'a absolument pas compris qu'il n'y a aucun espace aujourd'hui entre la droite issue du macronisme très autoritaire, porté par Retailleau, c'est-à-dire tout le bloc bourgeois déporté à droite et à l'extrême droite, et l'extrême droite RN. Il n'y a aucun espace entre les deux. Et donc là, il vient de se fracasser entre les deux. Et Retailleau, dans sa position ambivalente, c'est-à-dire d'être l'héritier du macronisme de droite sans être un macroniste pur jus, c'est-à-dire quelqu'un d'ensemble, etc., est dans une position beaucoup plus favorable que le reliquat de LR qui essaye de se frayer une place entre lui et le RN. Voilà. Donc c'est vraiment, là on vient d'assister, je pense qu'on vient d'assister à la disparition de LR. Je pense que pour moi, Retailleau va essayer de refonder un mouvement pendant les 2 prochaines années. Enfin, je pense qu'il a tout intérêt à faire ça. Donc, enfin, je dis ça, c'est le graphique qui fait cette prévision. À mon avis, les Républicains vont changer de nom, vont se refonder, un peu comme on est passé en 2002 du RPR à l'UMP. Voilà. Parce que la marque LR, on voit bien, et on l'avait dit dans une précédente capsule, la marque LR est problématique pour une élection. C'est aussi ce que Wauquiez paye. Il est vu comme un homme du passé, un type attaché à LR, traditionnel, etc. Donc, à mon avis, Retailleau, sa première action, ça va être de transformer LR en une nouvelle machine de guerre, de conquête du pouvoir, comme pour lui-même, quoi. Et donc de balancer LR sous le bus, quoi. Enfin, l'étiquette LR, quoi. Ouais, c'est-à-dire un peu faire ce que Ciotti a essayé de faire, mais de le faire avec l'approbation de LR, alors que Ciotti Voilà. a essayé de le faire dans le dos de LR et s'est retrouvé comme un con à devoir s'enfermer dans ses bureaux et tout, quoi. Ah, parce on a dit que Wauquiez était un crétin politique, mais il y a plus bête que lui, il y a Ciotti. Donc, vous voyez, Ciotti, c'est vraiment le niveau zéro de l'instinct politique. Mais Ciotti, vous voyez, il y a les résistants de 45, vous voyez, c'est les opportunistes. Lui, c'est le collabo de 45. C'est vraiment le gars qui a rien compris au sens de l'histoire, quoi. Mais remarque, ça paraît con ce qu'il a fait. Au niveau national, c'est très con. Par contre, pour garder sa place dans le sud-est, Oui. raciste et tout, c'est pas con. Pour garder son petit Bah, poste de député. pour une stratégie de petit député maire de PACA, c'est très bien. Le gars se pense, à un moment donné, je pense que Ciotti s'est pensé présidentiable. Tu sais, c'est tous les gens qui Ouais. se pensent. Moi, je dis souvent, toutes les noisettes se pensent une clé de voûte au sein du casse-noix. Tu vois, elle se dit, ah, je suis centrale, c'est moi la clé de voûte. Mais c'est qu'en fait, elles ne comprennent pas les dynamiques des deux pinces qui se resserrent. Vous voyez. Donc, Ciotti, comme tous les médiocres en politique, se voit dans la noisette et il dit, oh là là, qu'est-ce que je suis centrale. Et tu ne vois pas ce qui se passe, Eric. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est marrant ce que je disais parce que c'est vrai que Retailleau a réussi quand même le coup de force. Je crois que c'est le premier à faire ça, mais c'est parce que c'est la fin du macronisme, à aller dans le gouvernement en Voilà. passant pour un opposant. Alors tous les autres ont essayé de faire ça, genre Darmanin et tout. En fait, on finit par croquer dans le macronisme et à tuer par le macronisme, à mourir avec le macronisme, tu vois. Alors que il l'a fait assez intelligemment, Retailleau, ce qui fait qu'il paraît plus oppositionnel à Macron que Wauquiez, qui en tant qu'héritier d'un parti centriste paraît macroniste alors qu'il ne l'est pas, tu vois. Donc c'est C'est ça. vraiment aberrant, quoi. C'est ça, c'est parce qu'il a su comprendre la moïsation. Il a su comprendre qu'il fallait. Mais comme tous les gens malins en politique savent faire ça. Par exemple, tu vois, Sarkozy est passé par le chiracisme alors qu'il avait été ostracisé entre 95 et 2002. Est passé par le chiracisme. Je ne sais pas s'il faut que je précise ça pour les gens qui ne savent pas, mais Sarkozy était un chiracien depuis toujours, depuis qu'il est rentré en politique à 18-20 ans. Et en 95, il y avait une grosse bataille à droite entre Balladur et Chirac, et il a choisi Balladur, alors qu'il avait tout le temps été du côté de Chirac.
Il a été du côté de Chirac, il avait été proche de Pasqua. Bon, il avait fait aussi à l'envers à Pasqua. Il avait volé la mairie de Neuilly à Pasqua. Je sais pas pour ceux qui savent ça. Faut quand même oser, hein. Franchement, faut quand même avoir les baloches bien accrochées pour voler la mairie à Pasqua quand même. Tu vois, enfin, c'est. Moi, je trouve ça déjà. Mais donc, il avait trahi. Et donc, en 95, Chirac avait mis Juppé, qui avait été fidèle, et puis un gouvernement, mais il avait vraiment ostracisé tous les baladuriens. C'est pour ça que Sarkozy avait fait une espèce de traversée du désert entre 95 et 2002. Et il était revenu en 2002. Mais il a toujours joué cette carte de l'anti-chiracien. Et d'ailleurs, Chirac, son relais, c'était Villepin, normalement. Voilà. Et donc, il était dans la droite en critiquant le chiracisme, qui était trop au centre, etc. Voilà, et il s'est fait élire avec son programme de siphonnage de l'extrême droite en 2007. Là. Et si on regarde bien, les gens qui se font élire font la même. Regarde, Macron, il n'est pas arrivé ex nihilo. Il est d'abord rentré par le PS et il a créé son truc à partir du PS parce qu'il a compris justement les dynamiques. Et Retailleau fait la même. Il comprend la fin du macronisme, mais justement pour pouvoir pour profiter des derniers élans du macronisme, il faut qu'il parte du même endroit, quoi. Voilà. Avant même de parler des déclarations concernant Mélenchon, il y a eu un moment donné où il y a Retailleau qui s'est affiché avec Édouard Philippe pour dire un truc. Je vais afficher le tweet, ce sera peut-être mieux. Pour dire, donc c'est Édouard Philippe et Retailleau qui pourraient s'unir en 2027. Le maire du Havre évoque une complémentarité pour l'avenir avec le ministre d'extrême droite. La droite et son extrême préparent l'union pour les présidentielles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'était prévu par le graphique ou est-ce que ça déjoue toutes les possibilités du graphique, ça? Alors, c'est intéressant parce que tu pourrais retrouver un autre, justement, plus récemment, ça devait être la veille de samedi ou vendredi, je sais pas, Zemmour qui avait dit: «Quand j'écoute Wauquiez et Ouais, Retailleau, je je me me sens souviens. très proche d'eux». Donc en fait, on voit que, heu effectivement, comme Retailleau commence à reprendre une place centrale, les gens qui sont autour de lui vont commencer à être intéressés par lui ou l'intéresser lui pour agréger. Mais ce qu'il faut être clair, c'est que pour l'instant, il joue une position un peu, voilà, un peu centrale, il discute avec tout le monde. Mais nous, ce que dit le graphique, hein, c'est que il n'y a aucun espace pour que Retailleau fasse une alliance avec Philippe. Parce qu'il ne pourra pas avoir et Philippe et Zemmour. Et il pourra pas avoir et on va dire, c'est comme Sarkozy en 2007. Il pouvait pas taper. Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy en 2000? Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Je sais pas si tu te rappelles, tu étais très jeune, mais pas dû. Quand il a été à fond à droite avec sa stratégie, Sarkozy, il a fait émerger quelqu'un qui s'appelait Bayrou. Bayrou, en 2007, est un troisième homme, il fait 19%. C'est énorme. Hmm. Voyez. Et donc, en fait, ce que Retailleau va se retrouver dans la même situation. S'il veut faire Sarkozy 2007, bis repetita, ou la farce, après la tragédie, la farce, voilà. Il est obligé d'aller sur sa droite, et l'extrême droite, du coup. Lui, il est déjà à l'extrême droite, donc extrême droite, Bardella, voilà. Et pour ça, il lui faut plutôt Zemmour que Philippe. Philippe va l'empêcher de faire ça. Voilà. Et, et donc là, il discute avec tout le monde, il essaye justement de se faire bien voir parce que c'est pas le moment de se fracasser avec Philippe, mais il n'y a aucun espace où ils s'allient tous les deux parce que ça empêcherait complètement la stratégie de, comment dire, d'aller chercher l'électorat. Édouard Philippe, avec Édouard Philippe, on capte aucun électorat de, comment dire, du bloc RN, quoi, du bloc d'extrême droite, etc. Donc ça, c'est du blabla. La stratégie de Retailleau, c'est d'aller chercher à l'extrême droite pour, à la fin, affronter la France insoumise, quoi. Hmm. Et il l'a Ou, dit dans un... ouais, ou affronter le PS. Ou affronter le PS. Enfin, affronter, en tout cas sûrement la gauche. Et Édouard Philippe enfin, on pourrait redire à peu près, mais Édouard Philippe n'a aucun espace politique parce que la gauche va se refonder, parce que le macronisme est en train de mourir, et il n'a désormais plus aucun espace à droite ni au centre avec la fin de la fin de la moïsation. Là, il peut faire comme Bayrou. Il peut faire un score à 13%. Si le PS est pas trop, il peut faire Il peut 13%. faire nous on a dit, le graphique avait dit autour de 10, quoi. 10, Ouais, 11. ouais. Voilà, il peut faire ça. C'est que pas déshonorable hein, comme score, mais c'est très loin pour se qualifier au second tour. Ouais.
Ouais. Il- Ouais. Et donc, comme tu disais, ouais, il veut affronter les insoumis. Et c'est vrai qu'il a fait cette déclaration là, Retailleau, où il dit en gros ceci. Et je sais, pour avoir conduit cette campagne, pour en avoir conduit bien d'autres, ce que une campagne peut avoir d'exigeant. Et je sais qu'il s'est beaucoup donné dans cette campagne. Il pourra donner, je le pense, encore beaucoup pour notre mouvement. Je le souhaite sincèrement parce que je veux rassembler largement. J'adore parce que il se veut à la fois en dehors, tu vois, du truc, mais il est entouré de Gérard Larcher, de Michel Barnier, de comment il s'appelle lui là qui était candidat aux européennes. Enfin, il y a que des Bellamy. résidus. Comment il s'appelle? Bellamy. Bellamy, ouais. François-Xavier. Tu sais, il est entouré de résidus des républicains, vraiment vu et revu, des mecs qui ont fait 10 mandats et tout, et le gars se la joue nouvelle droite, C'est pour renouveau ça de la que je te droite, dis, quoi. il va changer de nom. Enfin, le graphique l'annonce, hein, mais il va changer de nom aussi pour capter d'autres gens et sûrement pour capter les zémouristes. Voilà. Il peut pas En se fait, il va permettre faire de... l'union des droites que Ciotti voulait faire, hein. Il va faire, ouais, ou que Zemmour voulait faire, ou que Sarkozy avait réussi à faire, ou que même Chirac avait aussi réussi à faire. Enfin, quand ils avaient créé l'UMP, quoi, tu vois, après 2002. Ils vont essayer de faire cette jonction. Ouais. Toute notre famille politique. Et je le redis, je n'ai cessé de le répéter pendant tous ces jours de campagne, ces jours et même ces semaines, elle était longue la campagne. Dans cette campagne, je n'avais pas d'adversaire. Nos seuls adversaires. Oh là, la petite fessée à Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il a tort en soi? Mais en fait, la phrase est marrante, c'est vraiment une phrase de politicien. C'est-à-dire que ça veut dire, non seulement j'avais pas d'adversité, donc là ça veut dire t'es personne, tu vois. C'est là, il lui regarde dans les yeux, il dit t'es personne. Et en même temps, il dit j'avais pas d'adversaire en mode bah reste avec nous, je te tends la main. Tu vois, c'est vraiment la double. La phrase a la double sens. C'est t'es personne et en même temps tu peux pas te barrer quoi. En même temps, je te tends la main, je t'agresse pas quoi. Tu vois, c'était pas mon. Ouais. Tu vois, c'est la gauche mélenchonisée. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. C'est énorme, hein. C'est énorme. Là, il est en train de dire le graphique a raison. Il dit mon ennemi, c'est pas la finance, c'est la gauche mélenchonisée. Voilà. Et là, en plus, il joue sa carte à lui. C'est-à-dire, il joue sa carte à lui, c'est-à-dire de dire, il faut absolument... Parce que ça leur fait peur aussi. La stratégie unioniste les fait flipper. Effectivement, on l'a dit, hein, si la gauche... Si, il sera pas au second tour. Hein. S'il y a une union de la gauche, lui, il est pas au second tour. Hein. S'il y a une union de la gauche, c'est mort pour lui. Voilà. Donc lui, son but, c'est absolument qu'il n'y ait pas d'union de la gauche, parce que... et ce qu'il veut, c'est absolument d'être au second tour. Donc il sait qu'il faut absolument qu'il fracture la gauche. Et c'est pour ça qu'il dit c'est la gauche mélenchonisée. Vous voyez, tu vois, moi j'aime bien analyser ça. Alors je suis un peu cinglé de ça, mais il dit pas c'est la France insoumise. S'il disait ça, ça voudrait dire qu'il il invisibilise le reste de la gauche. Il dit c'est la gauche mélenchonisée. Et donc il va dire la gauche non mélenchonisée, elle est dans le pacte républicain. Donc il pousse les gens à être une gauche non mélenchonisée. C'est la gauche Boris Vallaud dont on va parler, mais qui va émerger. Voilà, c'est cette gauche-là qui va affronter Mélenchon dans le graphique, enfin selon les prédictions du graphique, avant que Mélenchon arrive au second tour. Mais c'est là où c'est paradoxal, c'est que cette dynamique d'affrontement de la gauche là, c'est ça qui va permettre de gagner au second tour. Une gauche complètement unie, mélenchonisée au premier tour, sera un sac de frappe pour l'extrême droite, et elle fera 30% au premier tour et 30% au second tour. Il n'y a aucun comment dire, espace où imagine demain, imagine tu as une gauche unie au premier tour. Bon, elle fait, moi je pense qu'elle fait 26, 27, un truc comme ça, tu vois. Elle est qualifiée. Mais imagine, tu as un combat à droite entre Bardella et Retailleau, ou Marine Le Pen et Retailleau. Ok, bah, peu importe lequel se qualifie,
les autres vont se reporter à 100 quasiment à 100% sur cette gauche-là. Parce que, elle sera sur cette droite-là. Voilà, c'est ingagnable dans cette configuration. Il n'y a pas des gens qui vont... Alors oui, il y a toujours des trucs de, effectivement, si c'est Bardella, on l'a dit, ça peut marcher. Mais c'est-à-dire que... oui, Retailleau essaye de, de faire perdre Marine Le Pen, ça peut marcher parce que ça ne l'arrange pas pour plus tard. Oui, mais en fait, la dynamique aura tellement été à l'extrême droite que de toute façon, les gens ne suivront pas les consignes. Donc, il n'y a aucun espace dans le... Et puis, il y a un enjeu quand même, si la gauche veut gagner, il faut qu'elle fasse sortir des gens de l'abstention. Or, les gens qui iront voter au deuxième tour parce qu'ils sont sortis de l'abstention au premier tour, ils seront sortis de l'abstention parce qu'il y aura des vrais choix, c'est-à-dire une vraie gauche radicale, une vraie gauche SOSDEM, européiste et tout. Si tu as une gauche gloubi-boulga, en fait, tu vas pas faire sortir des gens de l'abstention, ils ne voteront pas au deuxième tour parce qu'ils diront de toute façon c'est mort, et puis voilà. Tu vois. Ça. Il n'y a aucune raison que des gens vraiment, on parle bien des catégories populaires, qui attendent vraiment une transformation radicale, se déplacent pour le NFP. On le voit de toute façon. Il y a ou une forme de NFP, on le voit, il n'y a pas de surmobilisation entre deux tours, on l'a vu aux législatives, il n'y en aura pas non plus aux présidentielles parce que, clairement, parce que une gauche alliance du carpe et du lapin sur un programme que personne ne comprend avec des gens qui se détestent, les gens sont pas bêtes, hein. Les gens ont des instincts politiques et voient très bien que ça ne ressemble à rien, quoi. Personne n'a envie de se dire, voilà, de voter par exemple, même Mélenchon candidat, tu vois, ce qui est impossible hein, dans une alliance, mais admettons que cette folie puisse exister. Personne n'a envie de se dire, je vais faire élire Mélenchon pour avoir des gens du PS. Alors peut-être pas Cazeneuve, mais tu vois, mais même Boris Vallaud, ou tu vois ce que je veux dire, ces gens-là ou Gage, tu vois, au gouvernement, ou Marine Tondelier au gouvernement, personne ne veut de ça, tu vois. Non, mais clairement. Mais c'est intéressant aussi parce que là, sa stratégie, ça rentre vraiment dans ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire une espèce de, comme Mitterrand avait fait avec l'extrême droite, c'est-à-dire qu'en visant aussi la gauche mélenchonisée, je trouve qu'il lui donne de l'importance et il donne envie aux gens de gauche de se dire, en fait, la personne qui fait peur aux racistes à l'extrême droite, c'est Mélenchon, tu vois. Parce que ça fait pas baisser Mélenchon, moi je trouve, quand Retailleau dit moi j'ai peur de la gauche mélenchonisée, moi si j'étais, je suis plus radical que la France Insoumise, donc c'est pas un souci, tu vois, mais genre si j'étais entre les deux, un peu les lecteurs de gauche lambda, je me dirais que c'est bizarre quand même, l'extrême droite elle tape que sur Mélenchon, tu vois. Ça me donnerait envie de voter Mélenchon. Tout comme à un moment donné, la gauche elle tapait et elle mettait en avant Jean-Marie Le Pen, et je pense qu'il y a des droitards, ils disaient ouais, c'est peut-être ce gars-là qui est anti-système, c'est peut-être ce gars-là qui peut tout chambouler, et ça rentre vraiment dans la stratégie dont on parlait, ça. C'est exactement ça. C'est vraiment la stratégie inversée mitterrandienne pour conserver. Ils ont été très loin, hein, Mitterrand. En 86, ils ont changé la carte électorale et le dispositif électoral. Ils ont réinjecté de la proportionnelle pour pouvoir faire élire des députés du Front National. Je ne sais pas si tu avais ça en tête, mais ils ont mis de la proportionnelle en 86 justement pour que les deux pour que le Front National ait, alors je sais plus combien c'était, ils ont peut-être eu 50 députés à l'époque, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il y avait toute une carte qui avait changé avec Gaston Defferre, bon bref. Et donc oui, et donc toute la stratégie c'était ça, c'était de diviser la droite, c'est-à-dire de mettre la droite RPR hein, à l'époque, la droite chiracienne, sous pression du Front National. Je rappelle que c'était l'ennemi principal d'un Le Pen qui était pas très anti-système à l'époque, qui était vraiment Reaganien. Il se prenait pour le Reagan français, oui. Et donc, c'était de dire, on met le paquet sur le Front National, ce qui permet de le faire monter, et en même temps, on le diabolise pour éviter, parce que ce qui faisait peur, c'était la jonction entre les deux. Donc, il fallait le faire monter et empêcher qu'il s'allie. Donc la diabolisation. Et là, ils font la même chose avec l'AFI. C'est-à-dire, on met le paquet sur l'AFI et en même temps, on la traite de tous les noms pour éviter qu'il y ait une alliance avec eux, parce que là, c'est dangereux. Donc c'est vraiment la même stratégie entre les deux. On sait à quoi ça a mené in fine jusqu'à 2002. Voilà. Nous, le graphique nous dit même cause, produisent les mêmes effets. Il est un peu déterministe, le graphique. Hein. Il est beaucoup... Heureusement que nous, on est là, mais lui, il est assez déterministe. Mais en même temps,
c'est comment dire, c'est un démiurge, quoi. Voilà, c'est normal. Mais, mais il dit, voilà, même cause produisent les mêmes effets. Donc, notre diable de la République, Mélenchon, va passer en 2027. Quoi. Est-ce qu'on a d'autres choses sur cette capsule ou pas? Bah, comme tu l'as dit dans le plan, le graphique a prévu l'élection de Retailleau. Hein, malgré ces derniers temps, c'était assez facile. Enfin, voilà, c'était assez simple. Mais au début, quand on a commencé à en parler, c'était pas si évident. Là, donc maintenant, il va y avoir le congrès du PS. Je crois que c'est du 13 au 15 juin. Ça doit être ce week-end-là. Et donc là, aujourd'hui, bah, on a pareil, 2 PS qui s'affrontent. Celui de Faure, celui de Nicolas Meyer-Rossignol. Je rappelle qu'au dernier congrès, ils avaient fait 50-50. Alors hein, vraiment, avec... Sûr, hein. Ouais, c'est ça. Et il y avait eu des recours et tout. Et là, c'était pas si évident. On voit le PS est vraiment coupé en deux. Et donc, avec une stratégie, à l'époque, c'était NUPES, anti-NUPES. Hein. Donc, Meyer-Rossignol est anti-NUPES avec ses alliés. Et Faure est plutôt pro-NUPES. On voit que la stratégie que Retailleau est en train d'installer est en train de fonctionner. Parce que même Faure, aujourd'hui, dit la On peut gauche, pas s'allier, ouais. ouais, ça va de Glucksmann à Ruffin. Ça veut dire qu'on voit que idéologiquement, le PS, maintenant, est prêt à l'antiforisme. Voilà. Il reste soi-disant, comment dire, bon, il fait un pas de côté pour garder sa place. On va voir ce que vont décider les fédérations, etc. Nicolas Meyer-Rossignol souffre, je pense, d'un peu de manque de charisme, etc. Boris Vallaud est le troisième homme. Il arrive là-dedans pour essayer de réconcilier les deux. Donc Boris Vallaud joue un jeu un peu Sophie Binet, congrès de la CGT. Je sais pas si tu te rappelles du congrès de la CGT entre Verzelletti et... Verzelletti, Matteux, voilà. Et à la fin, ils ont sorti Binet du chapeau pour pouvoir trouver une tierce personne qui réconcilie. Donc Vallaud va jouer ça. Aujourd'hui, il est vu comme troisième homme, hein, il est donné dernier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dessus, ce sera pas de la même manière. Ce sera beaucoup moins évident par rapport à Retailleau que ce soit lui, le candidat, que ce soit le responsable, enfin, le premier secrétaire qui ira à la présidentielle. Ils ont toujours fait des primaires ces derniers temps, surtout s'ils veulent rassembler à gauche, donc ils seront obligés d'aller vers quelque chose comme ça. Vallaud, justement, peut-être en étant troisième homme. Donc le graphique dit ça va être compliqué. Hein. Le graphique dit il est possible qu'il soit secrétaire si c'est vraiment très serré entre les deux, entre Rossignol et Faure, et qu'il soit obligé de dire que personne ne cède et qu'il faut un troisième. Voilà. Il est possible qu'il soit troisième, mais il gardera une place pour pouvoir être le candidat, justement parce que comme ça se jouera à 50-50, et ça c'est très probable entre Faure et Meyer-Rossignol, il n'y aura pas de ligne qui va se dégager. Et donc, aucun des deux ne pourra aller à la présidentielle. Et donc là, Vallaud pourra jouer sa carte d'être le présidentiable. En plus, il est le président du groupe du PS, donc il gardera toutes ses cartes. Et il y en a un autre. Il y a un outsider qui va essayer de jouer sa carte d'être le candidat qui va rassembler le PS pour aller jouer contre Mélenchon, son adversaire de toujours. Il s'appelle François Hollande. Donc, le graphique me dit à l'oreille, il n'est pas impossible qu'à l'issue de ce congrès-là, un certain François Hollande essaye, vu comment ça va se disposer, anti-FI, mais en même temps partagé entre Rossignol et Faure, il n'est pas impossible que François Hollande essaye de revenir dans la course pour justement être un homme d'État, incarner cet homme d'État anti-Mélenchon depuis toujours, etc., dans cette dynamique-là. Moi, je pense que c'est pour ça que le graphique dit il va le tenter, mais il va pas y arriver. Ça ne marchera pas parce que ce sera impossible à faire passer par rapport à un Vallaud. Pour les électeurs, c'est compliqué. Ouais. Bon, pas tant pour les électeurs, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est oui pour les électeurs de la NUPES, mais pour les électeurs qui sont clés pour pouvoir faire un gros score pour le PS, c'est-à-dire le reliquat macroniste de gauche. Oui. C'est ça, toute la clé est là. Hein. Et donc là, il va y avoir un duel et Vallaud garde une place. Donc on verra si Vallaud gagne le congrès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'il perd le congrès qu'il sera exclu d'être le candidat, justement parce que le PS aime bien cet esprit de synthèse et de trouver un candidat qui fédère, etc. Le pire candidat pour nous, ce serait Olivier Faure.
Parce qu'il aurait ce côté, même en jouant une carte non unioniste, il a trop mouillé, je pense, dans le NFP et la NUPES. Et donc, pour aller chercher les macronistes de gauche et tout, c'est pas le meilleur candidat, quoi. Alors que Boris Vallaud ou Hollande, mais c'est vrai qu'Hollande, quand j'y pense, il peut aussi arriver en mode vieux sage, tu sais. Un peu en c'est ça. mode Il va signer. les extrêmes sont dangereux pour vos retraites, blabla et tout. Moi, j'ai déjà été au pouvoir. Tu vois, ça peut Et aussi puis, voilà, être ce truc pourri, là. Et le côté aussi, finalement, c'était pas si mal quand j'étais là. Tu sais, il peut arriver un Le truc côté Jean Massier, quoi. le côté génération Hollande, tu sais, Ah des gens ouais, qui ouais, sont, tu sais, les mecs qui sont nés, tu vois, ce serait pas impossible, et surtout face à un Mélenchon. Ouais, et il pourrait jouer la carte de je vais faire dégoupiller Mélenchon qui me déteste, et donc faire apparaître. Tu vois, finalement, on serait dans une logique de Chirac face à Le Pen, quoi. Tu vois, Chirac avait, alors il était président sortant, c'est pas comme, mais il avait ce côté un peu central, pas vraiment d'extrême droite, pas vraiment de droite, tu vois. Et Hollande pourrait jouer cette carte-là. Là où c'est le plus problématique, c'est de faire avaler Hollande aux autres partenaires de gauche. Ça pousserait de fait les autres partenaires de gauche à y aller chacun de leur côté. Mais de toute façon, ils iront chacun de leur côté parce que le PS ne cédera à rien. Et donc, on verra. Mais voilà. Donc, prochaine étape, le congrès du PS. On va voir ce que ça donne en termes de force. Mais ce qui se destine, c'est un combat meilleur Rossignol fort, très, très important. Et donc, il restera une place pour avoir un candidat qui devra rassembler les deux ailes et qui ne sera ni fort ni meilleur Rossignol. Donc, que ce soit Vallaud ou Hollande. Et tu penses pas que meilleur Rossignol peut gagner large, dans le sens où Fort joue une ligne qui contredit la ligne qu'il jouait il y a 2 ans. Et des fois, ça, tu le pay cash en politique, de dire ah bah non, mais en fait, je suis plus pour l'Union, alors que tu as été pour l'Union pendant 2 ans, tu peux passer pour un con et qui préfère l'original à la copie. Hein. Je pense que c'est très risqué de la part de Ford de faire ça. De là à ce qu'il gagne large, je pense que c'est problématique parce que meilleur Rossignol n'incarne pas. Alors après, c'est chez les militants, mais malgré tout, chez les militants, n'incarne pas un politicien de première classe. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était meilleur Rossignol qui gagnerait, ça donnerait beaucoup de crédit à la probabilité Hollande de revenir le candidat pour 2027, ça c'est sûr. Ouais, carrément, carrément. Bon, bah, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, déjà, merci d'avoir passé la barre des 3 millions d'euros sur Tipeee. C'est bien. C'est bon ça. C'est bon ça. N'hésitez pas à continuer à donner sur le Tipeee. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu, PADU, à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT, à aller sur Position Revue, notamment aller voir la dernière chronique de l'exploitation, une nouvelle chronique de l'exploitation est sortie. C'est une vie de quoi? De mécanicien, je crois, je ne l'ai pas encore lu. Ouais, du BTP à la mécanique poids lourd. Voilà, quelqu'un qui a travaillé vraiment dans d'ouvrier bâtiment, ouvrier mécano. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé le monde ouvrier. Ok, allez vous abonner sur Twitter, sur Insta. Il y a un Insta d'ailleurs, Position Revue, qui est sorti, donc allez vous abonner à moi, pas du ring, et à Position Revue sur Insta. On donne nos recettes de salade pour l'été, de cocktails. Ouais. Il paraît qu'il faut faire ça sur Insta, donc je m'y suis mis. Ouais, bah moi je me souviens de la recette de salade de hareng de Fabien Roussel. C'est vrai. C'est pas le truc le plus con qu'il ait dit. Ah, très bon la salade de hareng. Moi, salade de hareng, pommes de terre. Moi, je suis fan. Voilà. Bon. Faut se laver les dents après, mais sinon c'est pas mal. Carrément. Bon, sur ce, on vous dit à plus. Salut. Ciao.